Bonsoir, ici Simon Duriva. Je pensais jamais que du hockey féminin pouvait être aussi excitant, mais c'est tout un match que se sont livrés les Américaines et les Canadiennes ce soir à Salt Lake City. Et en bonnie, une médaille d'or pour les nôtres. Mais il n'y a pas que de bonnes nouvelles ce soir à ces Jeux de Salt Lake City. Le jeudi 21 février, en manchette. Nos Canadiennes, 22 femmes en or, elles viennent enfin à bout des Américaines. Bernard Landry et la crise des infirmières, il dit que ça aurait pu être pire. Si Jean Rochon n'avait pas fait le virage ambulatoire comme il a fait, notre système de santé ne serait déjà pratiquement plus existant. Après l'union civile, Paul Bégin en faveur de l'adoption pour les couples homosexuels. Le mot-clé à travers tout ça, c'est l'amour entre des personnes. Alouette, gentil Alouette, Alouette, je te favoriserai. Alors, contre tous les pronostics, nos Canadiennes ont remporté l'or ce soir au hockey olympique, une tenue absolument impeccable tout au long de ce difficile match contre les championnes, jusqu'à ce soir incontestées, hein, qu'étaient les Américaines. Jean-Paul Chartrand est avec moi en studio pour en discuter. Richard Latendresse, êtes-vous là-bas? Malheureusement, je n'entends rien. Bon, Richard ne nous entend pas. Ça va pas bien. Jean-Paul, on va en parler alors. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça, mon cher. Vous l'avez regardé ce match-là, c'est un sacré beau spectacle. Oui, puis je dois vous avouer qu'au départ, moi, je ne suis pas vraiment vendu à la cause du hockey féminin parce que ça ne peut vraiment pas se comparer à la vitesse du hockey masculin, sauf que lorsqu'on regarde l'intensité qui se joue, surtout dans les matchs Canada-États-Unis, parce que dans les autres, là, on va passer un tour, peut-être à part peut-être Canada-Finlande qu'il y a eu hier ou avant-hier, c'était pas pire, mais ce soir, Canada-États-Unis, c'était un excellent match de hockey. Mais reste que c'est plus lent. Ah ben mais ça, on voit tout, on peut suivre un beau match. Oui, c'est une autre façon de voir ça. Ben Sauf qu'il y a des choses qu'on a vues ce soir. On a vu des buts des Américaines, par exemple. Les 2 buts des Américaines, ça a été marqué sur des tirs de la ligne bleue. Et ça prend quand même... Je peux bien croire que Kim Saint-Pierre n'a peut-être pas été tellement fort sur le deuxième but, mais quand même, le tir n'était pas vilain du tout non plus. Et puis, du côté des Canadiennes, on a vu également de belles attaques. C'était bien orchestré. On voit que Danielle Sauvageau, et elle avait de la pression, Danielle Sauvageau, parce que vous savez, l'équipe canadienne avait subi 8 défaites consécutives contre les Américaines. Elle avait été battue 31-13 au niveau des buts dans ces 8 matchs-là. Puis là, on s'est dit que le Canada ne pourra jamais gagner la médaille d'or aux Jeux de Salt Lake City. On s'attendait à une médaille d'argent. Mais Danielle Sauvageau avait dit depuis le tout début, elle dit, ce qui est important, c'est le match ultime contre les États-Unis. On se prépare en fonction de ça. Et finalement, on a le résultat, Canada qui gagne 3-2. Merci, Jean-Paul. Richard Latendresse, maintenant, qui est à Salt Lake City. Lui, Richard, bonsoir. Oui, il n'y a pas que ça, hein. Là-bas, à Salt Lake City, il y a des mauvaises nouvelles ce soir. Il y a les Russes, là, qui menacent de se retirer de certaines compétitions, même. Les Russes qui ont pris tout le monde de court en fin d'après-midi, début de soirée ici, Simon. Tout est arrivé, en fait, tout est une conséquence de ce qui s'est passé en patinage artistique avec Jamie Salé et David Pelletier. Simon, je dois vous dire qu'il y a eu cette conférence de presse du comité olympique russe. Leonid Tiagachev, qui est le président de ce comité-là, a dit simplement il y a des injustices flagrantes qui sont faites à nos propres athlètes. Il y a eu multiplication de cas d'injustice, c'est-à-dire qu'on a disqualifié des athlètes, on nous a surtestés pour des cas de dopage. Il y a eu des arbitres qui ont été malhonnêtes au hockey. Et leur cas principal, c'est celui de Larissa Lazutina. Larissa Lazutina, c'est une skieuse de fond qui a déjà double médaillée d'argent et qui a été disqualifiée au relais féminin 4 fois 5 km. Et ils ont dit tout simplement, si le président du CIO ne fait pas quelque chose maintenant, nous allons non seulement retirer nos athlètes des prochaines compétitions à venir, donc notamment le match de hockey demain entre les États-Unis, chez les hommes, entre les États-Unis et la Russie, mais également nous ne participerons pas aux Jeux d'Athènes en 2004. Alors, vous voyez que la menace, elle est très dure, elle est très directe. Bon, et puis là, au cours des dernières minutes, le CIO... Oui, alors le CIO a-t-il réagi ce soir? Bon, tout ce qu'on sait de la part du CIO, c'est qu'on allait étudier la situation, qu'on ne partageait pas la perspective des Russes, le point de vue des Russes spontanément, mais qu'on demande de la patience aux Russes, qu'ils doivent comprendre que ce qu'ils veulent, c'est une révision assez complète de ce qui se passe du côté des arbitres et des juges. Je veux vous dire en terminant, Simon, que de toute évidence, ces Jeux de Salt Lake City-là vont être marqués par le travail des juges et des arbitres après ce qui est arrivé à Jamie Salé et David Pelletier. Merci beaucoup, Richard Latendresse. Bonsoir. Au revoir, Simon. Alors, parlons de la crise des infirmières. Revenons chez nous maintenant. Pour Bernard Landry, il n'y a pas de solution miracle. Il prétend même que la crise aurait été pire si Jean Rochon n'avait pas mis à l'époque en place le virage ambulatoire. Alors, à quoi songe M. Landry? D'abord à demander de l'argent à Ottawa et ensuite à assouplir les conventions collectives. Je vois déjà les infirmières sursauter. Maxime Landry. Le premier ministre était de passage dans les studios de TVA en fin d'après-midi. Une longue entrevue essentiellement axée sur les problèmes en santé. C'est pas dans tous les hôpitaux
Et ce qu'on me rapporte, c'est que dans l'immense majorité des cas, ça va relativement bien. Alors, quoi dire aux infirmières qui se plaignent du manque de personnel, qui débrayent spontanément et qui parlent de fermer des lits? Je vais vous dire une chose. Si Rochon, Jean Rochon, et puis il faut être courageux pour être ministre de la Santé, hein, c'est pas drôle. On les voit Si passer Jean rapidement. Rochon n'avait pas fait le virage ambulatoire comme il a fait, notre système de santé ne serait déjà pratiquement plus existant. Jean Rochon parti, c'est au trio Levine, Legault, Bertrand que revient la mission de régler les problèmes en santé. Mais oubliez la solution miracle, répète Bernard Landry. Le personnel vital aussi, c'est l'équipe de 3 personnes que nous avons pour diriger le ministère, qui sont dans les meilleurs experts qu'on peut trouver au Québec. Mais vous leur avez pas donné une scène de plus, par exemple. Avant de parler d'argent, il faut parler de gestion. Une meilleure gestion, ça signifie, selon le premier ministre, assouplir les conventions collectives du personnel hospitalier, réorganiser les tâches. Est-ce qu'il faut plus d'argent? La réponse, c'est oui aussi. Et pour mettre plus d'argent, ou on monte vos impôts et taxes, ou on Ce que ne coupe veut personne. ce que ne veut personne, ou on coupe à l'éducation, qui est l'avenir de nos enfants, ou on demande à Ottawa, qui a des surplus énormes, de nous donner notre juste part. Explication aussi au sujet de son cabinet à 36 ministres. Remaniement improvisé? Pas du tout, dit-il. Bien au contraire. Non, peut-être pas aller assez vite. Mais il ne nie pas que 36 limousines pour sillonner le Québec, c'est bien utile en campagne électorale. Si on satisfait les régions et si on répond aux besoins, et que si ça donne des dividendes politiques, c'est parfait, mais on a répondu aux besoins. Et à quand ces fameuses élections? Une journée, c'est un mois. Une semaine, c'est un an. Alors, on verra. Maxime Landry, TVA, Montréal. Les couples homosexuels ont un allié à Québec, c'est le ministre de la Justice, Paul Bégin. Il va recommander à ses collègues du cabinet qu'après l'union civile, qui leur donne les mêmes privilèges qu'aux autres couples, Québec accorde maintenant aux couples homosexuels le droit d'adopter des enfants, avec tous les droits et les privilèges que cela aussi implique. Paul Larocque. S'il n'en tient qu'au ministre Paul Bégin, le Québec se placera à l'avant-garde en matière de droits des couples gays avec quelques pays d'Europe. Une des grandes questions controversées, l'adoption d'enfants par des couples gays, sera permise par le couple ou par un conjoint gay. Paul Bégin affirme qu'il est temps que le Québec s'ajuste à cette nouvelle réalité, reconnaisse aux enfants impliqués les mêmes droits que les enfants nés de mariage hétérosexuels. L'adoption par des couples gays serait donc permise. Il y a un mot-clé à travers tout ça, c'est l'amour entre des personnes et que nous n'avons pas à discriminer cet amour-là en tenant compte du lien juridique que peut unir 2 personnes pour amener la naissance et surtout l'élevage de ces enfants-là. Autre élément, il entend permettre l'union civile entre couples de même sexe. En fait, il s'agirait d'un mariage sans le nom. L'union civile aura les mêmes conséquences, les mêmes implications que le mariage traditionnel, sauf que pour briser l'union civile, il suffirait cependant de se présenter devant un notaire. Ça va être le prêtre et ou l'officier d'état civil, comme pour un mariage. Donc, dès ce moment-là, les gens seront unis et seront civilement unis. Ça sera avec tous les effets juridiques identiques à ceux du mariage. On se comprend, là? Demandez à vos enfants pour voir s'ils aimeraient ça être adoptés par un couple homosexuel. En commission parlementaire, des individus et des groupes minoritaires mais militants se sont opposés à ces 2 mesures. L'enfant, il va vivre dans un milieu scandaleux. Ça va être le scandale continuellement. Il y a eu déjà une ville qui s'est appelée Gomorrhe, Sodome, qui a vécu ça. Ça fait taliban un peu. Ça fait... Mais du côté des gays et des lesbiennes, on crie victoire. Là, vous venez de gagner, là. C'est toute la société québécoise qui vient de gagner. C'est pas juste une minorité. Milité depuis des années, là. Ça représente quoi pour vous, ça? Ça représente un pas en avant pour une société auquel je faisais confiance depuis le début. Mais reste à savoir si le Conseil des ministres sera d'accord, lui, pour faire ce pas en avant. Présentement, 4 autres provinces canadiennes permettent l'adoption par des couples homosexuels. Mais le Québec deviendrait la seule province à permettre aussi l'union civile entre personnes de même sexe. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. À Montréal, la controverse s'amplifie autour de l'organisation du sommet du mois de juin prochain. Gérald Tremblay se débat comme un diable dans l'eau bénite depuis hier pour expliquer qu'il n'a pas de conflit d'intérêt dans l'octroi d'un contrat accordé à la firme qu'il avait fondée à l'époque. Mais Pierre Bourque, lui, a soulevé le couvercle de la marmite en disant que la procédure d'appel d'offres était un exercice bidon. Yves Malo. Flanqué de Claude Bélan, depuis novembre président du Conseil de l'Institut pour le progrès socio-économique, Gérald Tremblay est venu dire à quel point il ne comprend pas la controverse. Il ne comprend pas que l'Institut qu'il a fondé, connu sous le nom de IPSE, soit vu comme un joueur qui aurait pu obtenir de l'information privilégiée
pour avoir le contrat d'organiser le sommet de Montréal. Je ne peux pas faire abstraction de mon passé. Je connais la majorité des décideurs économiques au Québec et à Montréal. Alors, à toutes les fois que quelqu'un va venir me voir ou quelqu'un va transiger sur une base d'affaires avec la Ville de Montréal, je vais avoir un conflit d'intérêts. Je ne pourrai plus parler à personne. Si c'était l'école des HEC où Gérald Tremblay a été professeur et qu'on donnait le contrat au HEC, est-ce qu'on dirait hey, les HEC sont en conflit d'intérêts? Mais l'histoire s'embourbe encore plus quand l'opposition s'en mêle. C'est le 29 janvier que la Ville est allée en soumission publique pour donner ce contrat. Pierre Bourque dit que le maire Tremblay lui a remis le 21 janvier, 8 jours plus tôt, ce document de l'IPC qui explique le déroulement du sommet. Moi, je n'ai pas remis le document. Il faudra que je demande à Éric Ryan. Quand j'ai eu Éric Ryan, qui est le président, le secrétaire du sommet, alors c'est pas moi qui ai remis ce document-là à Pierre Bourque. Moi, il me l'a donné, ce document-là. Il l'a commenté. C'est quand même pas moi qui ai fait le document. Ça vient de lui. Le 21, en main propre, le 21 janvier, à 11 h. Il nie avoir même vu ce document. Ça me dépasse. Ça me fait rire. De toute façon, je trouve ça un peu triste qu'il s'est rendu à ce point-là. C'est parce qu'il y a un moment de panique. Là, je pense qu'il va se ressaisir. Inlassablement, Gérald Tremblay répète qu'il n'y a rien d'irrégulier dans cette affaire, ni dans le fait que la Ville a donné 15 000 $ à l'organisateur politique du maire pour qu'il crée le logo du sommet. Yves Malo, TVA, Montréal. Sept-Îles remporte la course aux mégawatts. On vous en parlait hier. Le gouvernement Landry a choisi donc le consortium Alouette-Alcan pour son projet d'aluminerie de près d'1,5 milliard de dollars. Bernard Landry a tout de même réservé un prix de consolation au concurrent Alcoa qui pourra moderniser ses installations de Bécomo. Robert Plouffe. Il y avait 500 mégawatts en jeu, l'énergie pour fabriquer de l'aluminium au tarif grande entreprise, et des régions en concurrence, dont Sept-Îles avec le projet Alouette et Bécomo avec Alcoa. Le projet conjoint Alouette-Alcan a été retenu. Un projet d'1,4 milliard de dollars qui créera 340 emplois en usine, plus de 9 000 pendant la construction. Pourquoi Alouette? Pour 3 raisons, dit le premier ministre. Le projet nécessite moins d'investissement public. Québec accorde un prêt de 260 millions de dollars sur 30 ans sans intérêt. Il sera plus vite, les études environnementales étant complétées, la production commence en 2005. Et surtout, il créera 1000 emplois dans le secteur de la seconde transformation, 2 fois plus que son concurrent. S'ils étaient à ma place et à la place de la ministre des Finances, ils auraient pris notre décision. Quand on a choisi entre 2 fois plus d'emplois, moins cher et plus vite. Alcan étant devenu partenaire du projet Alouette, la vallée de l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean aura sa part des emplois dans la seconde transformation, dont les annonces sont réservées pour mardi prochain. Le maire de Sept-Îles jubile. Pour notre jeunesse, c'est important. Vous savez, on a des problèmes d'érosion de main-d'œuvre. Et là, avec ce projet-là, je pense que ça nous vient de nous donner un bon souffle. Celui de Bécomo se désole. La désolation. Il faut absolument qu'il y ait l'ajout de mégawatts supplémentaires à Bécomo. C'est un minimum. Mais justement, le premier ministre leur a réservé un prix de consolation. Si Alcoa veut moderniser ses cuves à Bécomo, Hydro les alimentera. Ils ont besoin de 100 mégawatts, puis en bas de 175 mégawatts au tarif L, Hydro-Québec est obligé de les brancher. Mais pour l'opposition, il y aurait dû y en avoir pour tout le monde. Le gouvernement du PQ a mal planifié les besoins énergétiques du Québec. Mais avoir eu de l'énergie suffisante, on aurait pu avoir les 2 projets. Les gens de Bécomo se contenteront-ils d'un prix de consolation? Ils auront l'occasion de donner leur réponse bientôt lors de l'élection partielle qui s'en vient dans leur comté. On ne pourra pas reprocher à Bernard Landry d'avoir agi par intérêt politique. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Un premier coup d'œil à la météo. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Simon. Oui, il vente un peu, là, hein? Oui, c'est un peu. Il pleut toujours? Bien, pas en ce moment sur Montréal, mais il y a certains endroits où il pleut, là, sur le sud-ouest. Mais rapidement, ça devrait changer en neige, ce qui fait qu'on prévoit un peu de neige à peu près partout, là, sur le sud-ouest. Pour les secteurs plus à l'est, c'est encore la tempête qui se poursuit. Là, ça devrait se poursuivre même une bonne partie de la journée. Ce sera venteux. Je vous donne toutes les prévisions un peu plus tard. Québec et Ottawa s'entendent. Achever l'autoroute 30 est une priorité. Serge Ménard a rencontré son homologue fédéral David Coronet pour faire le point justement sur la participation d'Ottawa dans différents projets routiers au Québec. Mais Ottawa, là, manque d'argent pour les autres routes, pourtant promises par l'équipe chrétienne pendant la campagne électorale. Emmanuel Latraverse. Serge Ménard est venu chercher les engagements du fédéral pour une série de grands projets routiers. Mais son homologue n'avait que peu à lui offrir. C'est le gros problème. Les sommes que le fédéral a à sa disposition actuellement, à disposition de tout ça, sont très inférieures aux besoins.
et on compte sur vous le 27 novembre. Merci. En pleine campagne électorale, les libéraux avaient promis de financer la moitié du prolongement de l'autoroute 30, en plus de la construction de 2 nouveaux ponts vers Montréal, et aussi l'élargissement de la 175 entre Québec et Chicoutimi, et surtout de la transcanadienne entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick, cette route 185 qui a fait plus de 80 morts en 10 ans. Coût total des 3 projets, près de 1,9 milliard, ce qui suppose une participation fédérale de 1 milliard de dollars, soit la moitié de la 30 et de la 175, puis 80 des coûts de la transcanadienne. Or, pour l'instant, Ottawa est loin d'avoir cette somme. C'est certain qu'avec les 108 millions qu'il y a, 20 millions par année là, pendant 5 ans, on n'ira pas bien loin. Qu'est-ce que vous faites du fonds d'infrastructure stratégique qui est annoncé de 2 milliards pour le pays? Sauf que ce programme annoncé dans le dernier budget n'a pas encore été adopté par les communes. Et qui dit infrastructure, dit route, mais aussi aqueduc, usine d'épuration. David Cornette espère tout de même obtenir l'argent nécessaire. J'espère qu'une grande partie de ces fonds sera dédiquée pour les grands projets, les projets clés, stratégiques de transport. Et donc, face aux restrictions budgétaires du fédéral, Québec et Ottawa se sont entendus pour faire de l'autoroute 30 la priorité. Quant aux autres projets, ils passeront après. Un comité spécial a été mis sur pied pour établir une liste de priorités. Emmanuel Latraverse, TVA, Ottawa. Le clan Barbeau, la tête de ce fameux réseau de contrebande d'alcool et de trafic de drogue démantelé hier, était soutenu par les motards. Les policiers en ont pour preuve la quantité stupéfiante de drogue saisie, 78 kilos de mari, 5 kilos de hashish et 10 millions de dollars de cocaïne. Une quantité telle que seuls les motards pouvaient l'écouler sur le marché noir. Ils ont aussi mis la main sur 400 000 dollars en argent liquide et 550 caisses de bouteilles d'alcool. On a porté 13 nouvelles accusations d'incendie criminel contre Miguel Morneau, ce pompier volontaire d'Ange Gardien, en Montérégie. En tout, le jeune homme de 22 ans aurait allumé 14 incendies depuis un an, là-bas, en Montérégie, des incendies qu'il était ensuite appelé à combattre. Ses cibles étaient des commerces et des fermes agricoles, 11 à Ange Gardien même et 3 à Saint-Césaire. Soupçonné d'être un pyromane par le chef des pompiers, il a été arrêté lundi par la SQ après avoir tenté à 2 reprises de mettre le feu à un commerce. Après la pause, Washington le confirme, George Bush le déplore, le journaliste Daniel Pearl a été tué par ses ravisseurs pakistanais. Le journaliste américain Daniel Pearl, enlevé le 23 janvier au Pakistan, est mort. Washington confirme que ce correspondant du Wall Street Journal a été exécuté par ses ravisseurs. Il aurait aussi été décapité et la scène a été filmée sur vidéo. Daniel Pearl enquête sur les milieux islamiques lorsqu'il a disparu au Pakistan. La police a arrêté ses ravisseurs. George Bush, qui se trouve en Chine en ce moment, a qualifié de barbare le meurtre de Pearl. Et puis Ariel Sharon a tendu la main aux Palestiniens pour que cesse la violence au Proche-Orient, mais c'est une main de fer dans un gant de velours. Monsieur Sharon va poursuivre la chasse aux terroristes, mais se dit prêt à reprendre le dialogue. Il demande un cessez-le-feu total et la création de zones tampons entre Israël et les territoires palestiniens. Son discours tranche avec ce qui se passe sur le terrain. Toutefois, l'armée israélienne a tué 10 Palestiniens et en a blessé une vingtaine d'autres aujourd'hui en Cisjordanie et à Gaza. La plupart des mouvements palestiniens, évidemment, ont rejeté l'offre de Sharon. Ces indices financiers vous sont présentés par webfin.com, le site pour vos finances. « 2000 étudiants de cégep ont manifesté cet après-midi dans les rues de Québec. Ils sont allés protester sur la colline parlementaire contre les plans de réussite et autres contrats de performance qu'ils assimilent à de la privatisation du réseau d'éducation. Ils réclament aussi un gel des frais de scolarité et une hausse des budgets consacrés à l'éducation. La crise du logement est loin d'être réglée à Montréal et le Frappru sonne l'alarme. Le taux de logement inoccupé est tombé à 0,6 %. Au moins 350 familles ne trouvent pas à se loger et risquent de se retrouver à la rue dans les prochaines semaines. Le Frappru réclame des mesures d'urgence, la prolongation du programme de supplément au loyer, l'abolition immédiate de la coupure de 50 $ imposée aux assistés sociaux qui partagent leur logement et la mise sur pied d'un programme d'hébergement d'urgence.
Alors, la météo en détail maintenant. Ça s'en vient en neige, cette pluie-là. Ça se transforme plutôt, Christine, en neige. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours ce même système là, qui est sur nos régions pour au moins les 24 prochaines heures. Il y a tout de même un dégagement qui va se faire là, en fin de journée ou en début de soirée sur l'extrême ouest demain. Et on prévoit une très belle journée là, pour samedi. Donc, ça s'annonce très bien pour la fin de semaine. Les températures qui seront légèrement à la baisse là, au cours des prochaines heures, ce qui fait qu'on revient plus près des valeurs saisonnières, plus près du point de congélation. Aussi, ça va demeurer comme ça là, demain ainsi que samedi. Donc, allons voir tout de suite ce que ça donne en détail pour toute la province. On débute avec le sud-ouest. Donc, pour tous les secteurs, c'est de la faible neige. La neige qui devrait cesser en mi-journée pour Montréal. Par la suite, ça va se dégager. Ça cesse en après-midi aussi pour les Laurentides. Le dégagement viendra plus tard au cours de la soirée. Les maximums qui vont varier entre 0 et 2 degrés. Pour samedi, très belle journée là, pour Montréal, l'Outaouais, les Laurentides. Les nuages un peu plus présents là, pour la Mauricie et Québec. Ça demeure couvert tout de même là, pour l'Estrie et la Beauce. Températures qui vont varier cette fois entre moins 2 et 0 degrés. Plus à l'est maintenant, c'est la neige qui se poursuit pour tous les secteurs. La neige qui sera parfois forte pour la Gaspésie et la Basse-Côte-Nord. Ça va tout de même cesser en fin de journée pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On prévoit 5 cm d'accumulation totale pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 5 à 10 pour le Bas-Saint-Laurent, 10 à 15 pour la Côte-Nord et de 15 à 25 pour la Gaspésie et la Basse-Côte-Nord. Les maximums qui varient entre moins 4 et 1 degré. Pour samedi, ça s'améliore là aussi là, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord. On prévoit un mélange de soleil et de nuages. Encore un petit peu de neige pour la Gaspésie et la Basse-Côte-Nord. Les maximums qui vont varier entre moins 7 et moins 3 degrés. Au nord et à l'ouest, maintenant, du beau temps pour la baie James et la Abitibi-Témiscamingue. Un peu de neige accompagnée de poudrerie à Fermont. Des maximums de moins 14 à moins 6. Pour samedi, c'est ensoleillé pour tous les secteurs avec cette fois des maximums de moins 17 à moins 4 degrés. Du côté des destinations à faire, maintenant, c'est couvert pour Toronto. Un dégagement tout de même qui va se faire en fin de journée. Un peu de neige à Ottawa, c'est beau pour New York et Boston. Et pour les destinations soleil, ennuagement prévu pour la Floride, c'est couvert pour le Mexique. C'est beau pour Cuba et la République dominicaine avec un maximum de 30 degrés. On passe maintenant aux résultats des différents tirages de l'Auto-Québec. Ce soir, on débute avec la combinaison gagnante pour la quotidienne à 3 chiffres. 4, 3, 9. À 4 chiffres, 8, 6, 3, 0. L'extra, 3, 0, 2, 6, 6, 7. Et on termine avec le banco spécial et le banco. Le 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 22, 40, 43, 44, 46, 56, 60, 64, 67 et le dernier, 68. Donc voilà, Simon, un petit peu de neige sur le sud-ouest, pas vraiment d'accumulation. Par contre, dans l'est, ça se poursuit. On prévoit aussi du vent, donc il y aura de la poudrerie. Puis une médaille d'or pour nos 22 belles Canadiennes qui ont gagné cette médaille à Salt Lake au hockey, pour féminin, bien sûr. Merci, Christine. Au revoir. Là. Et puis en terminant, bon, une bonne nouvelle, tiens, 5 mois après le 11 septembre, le dernier des grands brûlés du World Trade Center a quitté l'hôpital aujourd'hui. Donovan Cohen se trouvait au 84e étage lorsque le premier avion a foncé dans la tour numéro 2. Il a été gravement brûlé sur 50 % de son corps. Il a reçu 4 greffes de peau. Voilà, j'avais aussi à demander, en quittant l'hôpital, une crème glacée. Voilà, je vous retrouve lundi, 20h, pour une autre édition d'un an plus tard. Karina Marceau sera là au cours des prochains jours. Pour toutes les nouvelles, n'oubliez pas LCN, 24h sur 24.